Dans le calcul brutal de la guerre du XVIIIe siècle, l'équation était simple. La pierre se brisait, le bois se fondait et les hommes mouraient. Mais à la frontière de la Révolution américaine, un autre type de mathématiques était en train d'être inventé. Des mathématiques de terre et d'herbe, de couche et de résilience. Des mathématiques qui permettraient à un petit fort oublié de résister à toute la fureur de la machine de guerre britannique. C'est l'histoire de ce fort, de l'homme qui l'a conçu et du toit de gazon à cette couche qui ne s'est jamais effondré. C'est l'histoire de la façon dont un ingénieur de la frontière, armé de rien d'autre que de son intelligence et de la sagesse de la terre, a déjoué l'armée la plus puissante du monde. Son nom était Elias, un homme aussi discret et modeste que la terre avec laquelle il travaillait. Il n'était pas un soldat, pas au sens traditionnel du terme. C'était un arpenteur, un constructeur, un homme qui comprenait le langage de la terre. Il avait passé sa vie à la frontière, apprenant les secrets de la forêt, la force du sol, la résilience de l'herbe. Il avait appris à construire non pas avec de la pierre et du mortier, mais avec les matériaux que la terre fournissait, des rondins, de l'argile et du gazon. Quand la guerre est arrivée, Elias n'a pas pris de mousquet. Il a pris une pelle. Il savait que la guerre ne serait pas gagnée seulement par des soldats, mais par des ingénieurs, pas seulement par le courage, mais par la ruse, pas seulement en se battant, mais en construisant. Il a trouvé sa vocation dans un petit fort oublié dans les étendues sauvages du nord de l'État de New York. Un fort qui n'était guère plus qu'un ensemble de huttes en rondins et une palissade fragile. C'était un fort qui était censé être un avant-poste temporaire, un inconvénient mineur pour les Britanniques. Mais Elias a vu son potentiel. Il a vu qu'il pouvait être quelque chose de plus. Il pouvait être une forteresse. Il a commencé par renforcer les murs, non pas avec de la pierre, mais avec de la terre. Il a élevé les remparts, créant un mur épais et incliné de terre battue qui pouvait absorber le choc d'un boulet de canon. Il a creusé un fossé profond et large et l'a rempli de pieux aiguisés. Il a construit un abatis de branches enchevêtrées, une toile mortelle qui piégerait toute force d'attaque. Mais son vrai génie résidait dans le toit. Il savait que le point faible de tout fort était son toit. Un seul obus de mortier bien visé pouvait s'écraser à travers un toit conventionnel de bois et d'ardoise, tuant les hommes à l'intérieur et incendiant le fort. Il avait besoin d'un toit qui soit non seulement solide, mais aussi résilient. Un toit qui puisse absorber l'impact d'un boulet de canon, qui puisse étouffer un incendie, qui puisse résister au pilonnage incessant d'un siège. Et c'est ainsi qu'il a conçu son chef-d'œuvre, le toit de gazon à 7 couches. C'était une merveille de l'ingénierie de la frontière, une symphonie de terre et d'herbe. La première couche était un treillis de lourdes poutres, assez solide pour supporter le poids des couches supérieures. La deuxième était une natte tissée de jeunes arbres et de branches, créant une base flexible et élastique. La troisième était une couche d'écorce de bouleau, un matériau d'étanchéité naturelle qui garderait l'intérieur du fort au sec. La quatrième était une épaisse couche de gazon, la terre dense et remplie de racines agissant comme un puissant isolant. La cinquième était une couche d'argile, une barrière collante et imperméable qui scellerait toutes les fissures ou les interstices. La sixième était une couche de gravier et de pierre, un système de drainage qui empêcherait l'eau de s'accumuler sur le toit. Et la septième, la dernière couche, était un épais tapis vert de gazon vivant, un bouclier vivant qui absorberait l'impact d'un boulet de canon et étoufferait toutes les étincelles ou les braises. C'était un toit qui était vivant, un toit qui faisait partie de la terre elle-même. C'était un toit que les Britanniques, avec toute leur puissance militaire, ne pouvaient pas vaincre. Cet ingénieur de la frontière a déjoué l'artillerie des tuniques rouges avec un toit de gazon à 7 couches qui ne s'est jamais effondré. Le fort était un témoignage de la vision d'Elias, mais c'était aussi un témoignage des hommes qui l'ont construit. Ce n'étaient pas des soldats professionnels, mais c'étaient des hommes de la frontière. C'étaient des hommes qui savaient travailler de leurs mains, lire la terre, survivre dans un monde souvent hostile et impitoyable. C'étaient des hommes qui comprenaient la valeur de la communauté, de la coopération, d'un sens commun du but. Ils travaillaient avec une détermination tranquille, leurs mouvements efficaces et exercés. Ils abattaient des arbres, ils creusaient de l'argile, ils coupaient du gazon, ils travaillaient de l'aube au crépuscule, le corps endolori, les mains à vif. Mais ils ne se plaignaient pas. Ils savaient qu'ils construisaient plus qu'un simple fort. Ils construisaient un avenir où ils seraient libres de la tyrannie d'un roi lointain. Un avenir où ils pourraient construire leur propre vie, leur propre communauté, leur propre nation. Et pendant qu'ils travaillaient, ils ont commencé à voir le génie de la conception d'Elias. Ils ont vu comment les couches du toit fonctionnaient ensemble, chacune contribuant à la force et à la résilience de l'ensemble. Ils ont vu comment la terre et l'herbe, le bois et l'argile n'étaient pas seulement des matériaux, mais des partenaires dans un grand dessein. Ils ont vu comment le fort n'était pas seulement une structure, mais une chose vivante, une partie de la terre elle-même.
Et puis les Britanniques sont venus. Ils sont venus avec leurs canons et leurs mortiers, leurs mousquets et leurs baïonnettes. Ils sont venus avec l'arrogance d'une puissance mondiale, confiants qu'ils pourraient écraser ce petit fort insignifiant en quelques heures. Ils ont commencé leur bombardement à l'aube. L'air était rempli du rugissement des canons, du sifflement des obus de mortier, du crépitement des mousquets. Le sol tremblait, les arbres se brisaient, le ciel était rempli de fumée et de feu. Mais le fort a tenu. Les murs de terre ont absorbé le choc des boulets de canon. Le toit de gazon a étouffé les étincelles des obus de mortier. Les hommes à l'intérieur, protégés par le génie de la conception d'Elias, ont riposté avec une détermination froide et constante. Le siège a duré 3 jours. 3 jours de bombardements incessants, d'attaques désespérées, d'une guerre d'usure qui a testé les limites de l'endurance humaine. Mais le fort a tenu. Le toit de gazon à 7 couches ne s'est jamais effondré. Les hommes à l'intérieur ne se sont jamais rendus. Le 4e jour, les Britanniques, leurs munitions épuisées, leur morale brisée, leur arrogance brisée, se sont retirés. Ils ont laissé derrière eux un champ de carnage, un témoignage de la folie de leur orgueil, de la futilité de leur violence. Et le fort, le petit fort oublié dans les étendues sauvages du nord de l'État de New York, se tenait droit et fier, un symbole de la résilience de l'esprit humain, du pouvoir de l'ingéniosité, du triomphe d'une idée simple. L'histoire de ce fort, de l'homme qui l'a conçu, des hommes qui l'ont construit, est devenue une légende à la frontière. C'était une histoire qui était racontée et redite autour des feux de camp, dans les tavernes, dans les couloirs du pouvoir. C'était une histoire qui a inspiré d'autres ingénieurs, d'autres constructeurs, d'autres soldats à sortir des sentiers battus, à défier la sagesse conventionnelle, à trouver de nouvelles et meilleures façons de se battre, de construire, de survivre. Et c'est une histoire qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle était au XVIIIe siècle. C'est une histoire qui nous rappelle que les plus grands défis sont souvent surmontés non pas par la force brute, mais par une ingéniosité discrète. Non pas par de grands gestes, mais par de petites solutions pratiques. Non pas par ce que nous avons, mais par ce que nous savons. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous des ingénieurs, tous des constructeurs, tous des innovateurs. Que nous avons tous le pouvoir de faire une différence, de construire un monde meilleur, de trouver un moyen, même dans les moments les plus sombres, de faire nos propres toits, nos propres forts, nos propres avenirs. Retournons maintenant à cette époque, à cet endroit, à ce petit fort oublié dans les étendues sauvages du nord de l'État de New York. Rencontrons l'homme qui l'a conçu, les hommes qui l'ont construit, les hommes qui l'ont défendu. Sentons la tension dans l'air, la peur dans leur cœur, l'espoir dans leurs âmes. Elias était un homme de la terre. Il était né à la frontière, avait grandi à l'ombre des grandes forêts, avait appris à lire la terre comme un livre. C'était un homme de peu de mots, mais ses yeux étaient vifs, son esprit était vif, ses mains étaient habiles. C'était un homme qui comprenait que la plus grande force n'était pas dans l'épée, mais dans la pelle, pas dans le mousquet, mais dans l'esprit. Il était venu au fort en tant qu'arpenteur, un homme engagé pour cartographier le territoire environnant. Mais il avait rapidement vu la vulnérabilité du fort, sa faiblesse, sa quasi certaine perte face à une attaque britannique. Et il avait ce qu'il devait faire quelque chose. Il était allé voir le commandant du fort, un vieux vétéran grisonnant nommé colonel Johnson, un homme qui avait vu plus de batailles qu'il ne pouvait en compter, un homme qui avait peu de patience pour les idées nouvelles. « Monsieur, » avait dit Elias, « votre fort est un piège mortel. » Johnson s'était hérissé. « Un piège mortel? De quoi parlez-vous? L'homme? Ce fort est là depuis 10 ans. Il a connu sa part d'escarmouches. Il tiendra encore 10 ans. Il ne tiendra pas 10 heures contre un bombardement britannique, avait dit Elias. Vos murs sont trop minces. Votre toit est trop faible. Un seul boulet de canon le fera s'effondrer. Johnson avait ricané. Et que proposez-vous de faire, monsieur l'arpenteur? Nous construire un nouveau fort de pierre et de mortier? Nous n'avons ni le temps ni les ressources pour une si grande entreprise. Nous n'avons pas besoin de pierre ni de mortier, avait dit Elias. Nous avons la terre. Nous avons les arbres. Nous avons l'herbe. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour construire une forteresse. Et c'est ainsi qu'il avait expliqué son idée d'un fort de terre et de gazon. Un fort qui ferait partie de la terre elle-même. Un fort qui ne serait pas seulement une structure, mais une chose vivante. Un fort qui ne serait pas seulement une défense, mais un défi. Johnson avait été sceptique, mais il avait aussi été intrigué. Il avait vu le feu dans les yeux d'Elias, la conviction dans sa voix, la confiance tranquille dans son attitude. Et il avait su que c'était un homme qui savait de quoi il parlait. « Très bien, monsieur Elias, avait-il dit, construisez-moi votre forteresse. »
mais elle a intérêt à être aussi solide que vous le dites. Et c'est ainsi que le travail avait commencé. Les hommes du fort, une équipe hétéroclite de fermiers, de trappeurs et d'artisans, avaient d'abord été sceptiques. Ils avaient grogné et s'étaient plaints. Ils avaient questionné et douté. Mais en regardant Élias travailler, en voyant le fort commencer à prendre forme, leur scepticisme s'était transformé en admiration, leur doute en croyance. Ils avaient vu le génie dans sa conception, la sagesse dans ses méthodes, la passion dans son cœur. Et ils étaient devenus non seulement ses ouvriers, mais ses disciples. Ils avaient appris de lui. Ils l'avaient suivi. Ils avaient cru en lui. Et quand les Britanniques étaient venus, quand les canons avaient rugi et les mortiers avaient hurlé, ils s'étaient tenus à ses côtés. Ils s'étaient battus à ses côtés. Ils avaient triomphé à ses côtés. Ce triomphe n'était pas seulement une victoire militaire. C'était une victoire de l'esprit humain. C'était une victoire qui montrait que même face à des chances écrasantes, même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver un moyen de survivre, d'endurer, d'espérer. Et c'est une leçon que nous ne devons jamais oublier. C'est une leçon qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle était au XVIIIe siècle. C'est une leçon qui nous rappelle que nous sommes tous capables de choses extraordinaires, que nous avons tous le pouvoir de faire une différence, que nous avons tous la capacité de construire un monde meilleur, une couche de gazon à la fois. Imaginons maintenant la scène de l'autre côté du champ de bataille. Imaginons la vue depuis les lignes britanniques, du point de vue du major-général William Phillips, un homme qui s'était fait un nom en tant que maître de l'artillerie. Un homme qui croyait qu'il n'y avait aucune forteresse qui ne puisse être abattue par la pure puissance écrasante de ses canons. Il avait regardé le petit fort insignifiant au loin avec un mélange de mépris et d'amusement. Il avait vu la palissade fragile, les huttes en rondins grossières, l'excuse pathétique d'un rempart. Il s'était tourné vers son commandant en second, un jeune capitaine ambitieux nommé Harrison, et avait dit « Nous aurons écrasé cette petite rébellion avant l'heure du déjeuner. » Harrison avait souri. « En effet, monsieur, quelques tirs bien placés devraient suffire à les faire fuir comme des rats d'une grange en feu. » Et c'est ainsi que le bombardement avait commencé. Les canons britanniques, la fierté de l'artillerie royale, avaient rugi, leurs boulets de fer hurlant dans les airs en direction du fort. Les mortiers avaient suivi, leurs obus décrivant une haute parabole dans le ciel avant de descendre sur le fort avec un sifflement terrifiant. Phillips avait regardé avec un sentiment de satisfaction, un sentiment d'inévitabilité. Il avait déjà vu tout cela. Le défi initial, la résistance courageuse mais vaine, l'effondrement final, la reddition, la victoire. C'était un scénario familier. Un scénario qu'il avait joué une centaine de fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le fort ne s'effondrait pas. Les murs ne s'effritaient pas. Le toit ne s'effondrait pas. Les rebelles ne fuyaient pas comme des rats. Ils ripostaient. Ils ripostaient avec une discipline et une détermination qui étaient à la fois surprenantes et exaspérantes. Phillips avait froncé les sourcils. Plus de canons, avait-il ordonné. Doublez la charge. Je veux que ce fort soit réduit en décombres. Le bombardement s'était intensifié. Le sol avait tremblé. L'air avait crépité au son des explosions. Mais le fort avait tenu. C'était comme si c'était une chose vivante, une créature de la terre imperméable à leur fer et à leur feu. À la fin du premier jour, l'amusement de Philippe s'était transformé en frustration. À la fin du deuxième jour, sa frustration s'était transformée en colère. À la fin du troisième jour, sa colère s'était transformée en un respect réticent. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il n'avait jamais vu un fort qui puisse résister à un tel pilonnage incessant. Il n'avait jamais vu un groupe de rebelles qui puisse se battre avec un tel courage, une telle résilience, un tel défi. Le matin du quatrième jour, ses munitions s'épuisant et le moral de ses hommes s'effondrant, Phillips avait pris une décision. Il avait ordonné la retraite. Il avait ravalé sa fierté. Il avait admis sa défaite. Il avait tourné le dos au petit fort insignifiant qu'il avait défié, qu'il avait déjoué, qu'il avait battu. Et en s'éloignant à cheval, il avait regardé en arrière vers le fort, vers le drapeau en lambeaux mais toujours flottant des rebelles, vers le toit vert et vivant qui avait été la clé de leur victoire. Et il avait su qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Il avait été témoin de la naissance d'un nouveau type de guerre, d'un nouveau type de soldat, d'un nouveau type de nation. Il avait été témoin de l'avenir. Et c'était un avenir qui appartenait non pas aux puissants, mais aux ingénieux. Non pas aux arrogants, mais aux résilients. Non pas aux empires de l'ancien monde, mais aux peuples libres du nouveau. Retournons maintenant au cœur du fort, aux hommes qui l'ont construit, aux hommes qui l'ont défendu. Sentons l'euphorie de leur victoire, le soulagement de leur survie, la fierté de leur accomplissement. Ils avaient fait l'impossible. Ils avaient défié les pronostics.
Ils avaient tenu bon face à l'armée la plus puissante du monde. Et ils avaient gagné. Ils avaient gagné non pas avec un nombre supérieur, non pas avec des armes supérieures, mais avec des idées supérieures. Ils avaient gagné avec leur esprit, avec leurs mains, avec leur cœur. Et au lendemain de la bataille, alors qu'ils inspectaient les dégâts, qu'ils soignaient leurs blessés, qu'ils enterraient leurs morts, ils savaient qu'ils avaient fait partie de quelque chose de spécial. Ils avaient fait partie d'une histoire qui serait racontée pour les générations à venir. Une histoire de courage, d'ingéniosité, du triomphe de l'esprit humain. Élias, le charpentier discret, le héros improbable, n'était plus seulement un arpenteur. Il était un chef. Il était une légende. Il était l'homme qui avait construit le fort qui ne pouvait être brisé. Mais il ne se voyait pas comme un héros. Il se voyait comme un constructeur, un homme à qui on avait fait un don pour comprendre la terre, pour travailler de ses mains, pour créer des choses de beauté et de force. Et il savait que son travail n'était pas encore terminé. Il savait que la guerre n'était pas encore terminée. Il savait qu'il y aurait d'autres batailles, d'autres sièges, d'autres forts à construire. Et il savait qu'il avait un rôle à jouer dans cet avenir. Un rôle d'enseignant, de mentor, d'inspiration pour une nouvelle génération d'ingénieurs américains. Et c'est ainsi qu'il s'est consacré à cette tâche. Il a voyagé de fort en fort, de camp en camp, partageant ses connaissances, ses compétences, sa vision. Il a appris aux autres à construire avec de la terre et du gazon, à concevoir pour la résilience, à créer des forteresses qui n'étaient pas seulement des structures, mais des choses vivantes. Et ces idées se sont répandues comme une traînée de poudre. Elles ont été adoptées par d'autres ingénieurs. Elles ont été intégrées dans la doctrine militaire officielle. Elles sont devenues une partie de la manière américaine de faire la guerre. Et elles ont fait une différence. Elles ont sauvé des vies. Elles ont gagné des batailles. Elles ont aidé à gagner la guerre. Et ainsi, l'histoire du toit de gazon à cette couche n'est pas seulement l'histoire d'un seul fort, d'une seule bataille ou d'un seul homme. C'est l'histoire d'une révolution. Une révolution dans la pensée militaire. Une révolution dans l'ingénierie. Une révolution dans la façon dont une nation se voyait elle-même. C'est une histoire qui nous rappelle que la plus grande force de l'Amérique ne réside pas dans ses armées, mais dans son peuple, dans son ingéniosité, sa résilience, sa capacité à s'adapter et à surmonter. Dans sa volonté de défier la sagesse conventionnelle, de sortir des sentiers battus, de trouver de nouvelles et meilleures façons de faire les choses. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous capables de grandes choses, que nous avons tous le pouvoir de faire une différence, que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur. Et c'est une histoire qui nous rappelle que parfois l'arme la plus puissante n'est pas une épée, mais une pelle, pas un mousquet, mais un esprit, pas un canon, mais une idée simple, élégante et révolutionnaire. Approfondissons maintenant les détails complexes du toit de gazon à cette couche. Une conception qui était à la fois une œuvre d'art et une merveille d'ingénierie. C'était une conception qui était née d'une profonde compréhension du monde naturel, des propriétés des différents matériaux, de la manière dont ils pouvaient être combinés pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. La première couche, la fondation du toit, était un treillis de lourdes poutres taillées dans les puissants chênes et érables de la forêt environnante. Ces poutres étaient entaillées et assemblées avec une précision qui aurait rendu fier un maître ébéniste. C'étaient les os du toit, le squelette qui supporterait le poids des couches supérieures. La deuxième couche était une natte tissée de jeunes arbres et de branches, une base flexible et élastique qui absorberait le choc initial d'un boulet de canon. Cette couche était un témoignage de l'ingéniosité de la frontière, de la capacité des constructeurs à utiliser les matériaux à portée de main. Ils ont rassemblé des jeunes arbres de saules et de bouleaux. Ils les ont tissés avec des lianes et des bandes d'écorce. Ils ont créé une natte qui était à la fois solide et souple. La troisième couche était une couche d'écorce de bouleau, un matériau aussi imperméable que n'importe quel synthétique moderne. Les constructeurs ont soigneusement pelé l'écorce des arbres. Ils l'ont posée en feuilles superposées. Ils ont scellé les joints avec de la poix de pin. Cette couche était la première ligne de défense du toit contre les éléments, une barrière qui garderait l'intérieur du fort sec et confortable. La quatrième couche était une épaisse couche de gazon. La terre dense et remplie de racines qui était la signature de la frontière. Les constructeurs ont coupé le gazon en grands blocs rectangulaires. Ils les ont posés en un motif serré et imbriqué. Ils les ont tassés pour créer une couche solide et sans soudure. Cette couche était le cœur du toit, l'isolation qui garderait le fort au chaud en hiver et au frais en été. La cinquième couche était une couche d'argile, une barrière collante et imperméable qui scellerait toutes les fissures ou les interstices. Les constructeurs ont creusé l'argile sur les rives d'un ruisseau voisin. Ils l'ont mélangée avec de l'eau pour créer une pâte épaisse et souple. Ils l'ont étalée sur le gazon en une couche lisse et uniforme.
Cette couche était la deuxième ligne de défense du toit contre les éléments, une barrière qui rendrait le fort pratiquement imperméable à la pluie et à la neige. La sixième couche était une couche de gravier et de pierre, un système de drainage qui empêcherait l'eau de s'accumuler sur le toit. Les constructeurs ont ramassé les pierres dans le lit du ruisseau. Ils les ont posées en une couche soigneusement nivelée. Ils ont créé un système de canaux qui évacuerait l'eau du fort. Cette couche était un témoignage de la prévoyance des constructeurs, de leur compréhension de l'importance d'un drainage adéquat. Et la septième, la dernière couche, était un épais tapis vert de gazon vivant, un bouclier vivant qui absorberait l'impact d'un boulet de canon et étoufferait toutes les étincelles ou les braises. Les constructeurs ont coupé le gazon dans les prairies environnantes. Ils l'ont posé avec soin. Ils l'ont arrosé et entretenu jusqu'à ce qu'il prenne racine. Cette couche était le couronnement du toit, un symbole de son lien avec la terre, un témoignage de sa résilience, de sa beauté, de sa vie. Et ainsi, le toit de gazon à cette couche était plus qu'un simple toit. C'était un système de couches, chacune avec sa propre fonction, chacune contribuant à la force et à la résilience de l'ensemble. C'était un système qui était une œuvre d'art, une merveille d'ingénierie, un témoignage de l'ingéniosité de la frontière américaine. Tournons maintenant notre attention vers les hommes qui habitaient cette forteresse de terre et d'herbe. Ils étaient un microcosme de l'expérience américaine, une collection diversifiée d'individus de tous horizons, unis par une cause commune. Il y avait le jeune Thomas, un garçon de ferme des collines du Massachusetts, son visage encore doux de l'innocence de la jeunesse, ses mains déjà calleuses du dur labeur de la frontière. Il y avait le vieux Isaac grisonnant, un trappeur des montagnes de Virginie, ses yeux aussi vifs qu'un faucon, sa connaissance de la nature sauvage encyclopédique. Et il y avait Samuel, un forgeron de la ville de Philadelphie, ses bras aussi forts que le fer qu'il forgeait, son cœur aussi vrai que l'acier qu'il trompait. C'étaient les hommes qu'Élias dirigeait, les hommes qu'il enseignait, les hommes qu'il inspirait. Il voyait en eux non seulement des soldats, mais des élèves. Il voyait en eux non seulement une force de combat, mais une force créatrice. Il voyait en eux l'avenir de l'Amérique. Et eux, à leur tour, voyaient en lui non seulement un chef, mais un mentor. Il voyait en lui non seulement un homme d'idées, mais un homme d'action. Il voyait en lui l'incarnation de l'esprit américain, l'esprit d'ingéniosité, de résilience, d'autonomie. Et qu'en est-il de leur adversaire, le major général William Phillips? C'était un homme d'une autre trempe, un produit d'un autre monde. C'était un homme de l'ancien monde, un monde de hiérarchie, de tradition, d'un ordre social rigide et inflexible. C'était un homme qui croyait au pouvoir des institutions, des armées, des empires. C'était un homme qui ne pouvait pas comprendre le pouvoir d'une idée. Il voyait les rebelles comme une populace, une foule, un rassemblement de fermiers et de boutiquiers mécontents qui avaient stupidement défié la puissance de l'Empire britannique. Il voyait leur fort comme une blague, un petit tas de boue pathétiques qui serait balayé par la première volée de ses canons. Il voyait leur cause comme une cause perdue, une rébellion sans espoir et mal avisée qui était vouée à l'échec. Mais il avait tort. Il avait sous-estimé les rebelles. Il avait sous-estimé leur courage, leur détermination, leur ingéniosité. Il avait sous-estimé le pouvoir de leurs idées. Et il avait payé le prix de son arrogance. Le siège du fort fut une affaire brutale et sanglante. Les canons britanniques rugissaient jour et nuit, leurs boulets de fer s'écrasant contre les murs de terre, leurs obus de mortier pleuvant sur le toit de gazon. L'air était épais de l'odeur de la poudre, du bruit des explosions, des cris des blessés et des mourants. Mais le fort a tenu. Les murs ont absorbé le choc. Le toit a étouffé les flammes. Les hommes à l'intérieur ont combattu avec un courage et une discipline nés d'une croyance profonde et durable en leur cause. Ils se battaient non seulement pour leur vie, mais pour leur liberté. Ils se battaient non seulement pour un lopin de terre, mais pour un principe. Ils se battaient non seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures. Et le quatrième jour, lorsque les Britanniques se sont retirés, lorsque la fumée s'est dissipée et que le silence est revenu, les hommes du fort ont su qu'ils avaient remporté plus qu'une simple bataille. Ils avaient remporté une victoire pour l'esprit humain. Ils avaient remporté une victoire pour la cause de la liberté. Ils avaient remporté une victoire qui résonnerait à travers les âges. L'héritage de cette victoire est tout autour de nous. Il se trouve dans les solides granges du cœur du pays, dans les confortables cabanes des montagnes, dans les maisons éco-énergétiques de nos villes. Il se trouve dans l'esprit d'innovation, d'autonomie, de communauté qui a toujours été la marque du caractère américain. Et il se trouve dans la compréhension silencieuse que parfois la plus grande force n'est pas dans l'épée, mais dans la pelle. Non pas dans le mousquet, mais dans l'esprit. Non pas dans la puissance d'un empire, mais dans la résilience d'un peuple libre. Imaginons maintenant le moment de vérité.
le moment où le premier boulet de canon britannique a hurlé dans les airs et s'est écrasé contre le mur de terre du fort. Les hommes à l'intérieur se sont préparés à l'impact, le cœur dans la gorge, l'esprit rempli d'un mélange de peur et d'anticipation. Ils avaient mis leur foi dans la conception d'Elias, mais ils n'avaient aucun moyen de savoir si cela fonctionnerait réellement. Le boulet de canon a frappé le mur avec un bruit sourd, envoyant une pluie de terre et de gazon dans les airs. Mais le mur a tenu. Il ne s'est pas effrité. Il ne s'est pas effondré. Il a simplement absorbé le choc, l'énergie du boulet de canon dissipée par les couches de terre et d'herbe. Une clameur s'est élevée des hommes à l'intérieur du fort. Une clameur de soulagement, d'exaltation, d'une confiance nouvelle en leur capacité à résister à l'assaut britannique. Ils avaient vu la preuve. Ils avaient vu le génie de la conception d'Elias en action. Et cette confiance a grandi avec chaque nouveau boulet de canon, avec chaque nouvel obus de mortier. Ils ont vu comment le toit de gazon étouffait les étincelles, comment les murs de terre absorbaient le choc, comment le fort semblait se guérir, ignorer les coups de l'artillerie britannique comme s'il n'était qu'une averse d'été. Et ils se sont battus avec une nouvelle férocité, une nouvelle détermination. Ils ne défendaient plus seulement un fort. Ils défendaient une idée qui était aussi révolutionnaire que la guerre elle-même. Une idée qui disait que des hommes ordinaires, armés de rien d'autre que de leur intelligence et de leur courage, pouvaient résister à la puissance d'un empire et gagner. Et qu'en est-il d'Elias? Il était partout à la fois. Sa présence calme, une source de force et d'inspiration pour les hommes. Il se déplaçait de poste en poste, vérifiant les murs, renforçant le toit, encourageant les hommes. Ce n'était pas un homme de grands discours ou de gestes héroïques. C'était un homme d'une compétence tranquille, d'une résolution constante, d'une croyance inébranlable dans le pouvoir de sa conception. Il savait que le fort était plus qu'un simple assemblage de rondins et de terre. C'était une chose vivante, une partie de la terre elle-même. Et il savait que tant que la terre durerait, le fort durerait. Tant que l'esprit des hommes tiendrait bon, le fort tiendrait bon. Et ainsi, pendant 3 longs jours et 3 longues nuits, la bataille a fait rage. Les Britanniques ont jeté tout ce qu'ils avaient sur le fort, mais ce n'était pas suffisant. Le fort a tenu, les hommes ont tenu, l'idée a tenu. Et le 4e jour, lorsque les Britanniques se sont retirés, lorsque la fumée s'est dissipée et que le silence est revenu, les hommes du fort ont su qu'ils avaient fait plus que gagner une bataille. Ils avaient changé le cours de la guerre. Ils avaient montré au monde que la révolution américaine n'était pas seulement une rébellion, mais un nouveau départ. Un nouveau départ pour un nouveau type de nation. Une nation construite non pas sur le pouvoir des rois et des empires, mais sur l'ingéniosité, la résilience et l'esprit indomptable de son peuple. Considérons maintenant les conséquences de la bataille, l'héritage du fort, l'effet d'entraînement de l'innovation d'Elias. L'histoire du toit de gazon à 7 couches ne s'est pas terminée avec la retraite des Britanniques. À bien des égards, ce n'était que le début. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'armée continentale. Elle a été racontée et redite à voix basse autour des feux de camp, à grands cris dans les tavernes, dans des rapports officiels au plus haut niveau de commandement. C'est devenu une légende, un symbole d'espoir, un témoignage du pouvoir de l'ingéniosité américaine. Et cela a inspiré une nouvelle génération d'ingénieurs militaires. Des hommes comme Tadeusz Kosciuszko, le volontaire polonais qui allait concevoir les fortifications de West Point, ont étudié la conception d'Elias avec un mélange d'admiration et de respect. Ils y ont vu non pas une simple astuce, mais une nouvelle façon de penser la guerre, une façon de penser qui n'était pas basée sur les formules rigides de la science militaire européenne, mais sur la sagesse pratique et concrète de la frontière américaine. Et ainsi, les principes du toit de gazon à 7 couches ont été intégrés dans la conception d'autres forts, d'autres fortifications, d'autres structures défensives. Ils ont été utilisés pour protéger des dépôts de munitions, pour garder des traversées de rivières stratégiques, pour créer des places fortes au cœur de la nature sauvage. Et ils ont fait une différence. Ils ont sauvé des vies. Ils ont gagné des batailles. Ils ont aidé à gagner la guerre. Mais l'héritage du toit de gazon à 7 couches s'étend bien au-delà du champ de bataille. C'est un héritage qui est tissé dans le tissu même de la vie américaine. C'est un héritage qui peut être vu dans les maisons de gazon des pionniers, dans les toits verts de nos villes modernes, dans l'architecture durable de notre temps. L'idée d'utiliser la terre comme matériau de construction, de créer des structures en harmonie avec le monde naturel, de concevoir pour la résilience et la durabilité. Ce sont des idées qui sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Ce sont des idées qui nous aident à construire un monde meilleur, un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Et ainsi, l'histoire d'Elias et de son toit de gazon à 7 couches n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une histoire sur l'avenir. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous des constructeurs, que nous sommes tous des innovateurs,
que nous avons tous le pouvoir de faire une différence. C'est une histoire qui nous rappelle que l'esprit américain n'est pas une relique du passé, mais une force vivante et dynamique qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. C'est une histoire qui nous rappelle que, quelle que soit la grandeur du défi, quelle que soit l'ampleur des obstacles, nous avons le pouvoir de construire un monde meilleur, une couche de gazon à la fois. Peignons maintenant un tableau plus vivant de la vie à l'intérieur du fort. Une vie qui était un mélange de difficultés et d'espoir, d'ennui et de terreur, du banal et de l'extraordinaire. Les hommes du fort n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient une communauté. Ils travaillaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ils partageaient leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Ils ont forgé un lien qui était aussi solide que les murs du fort lui-même. Leurs journées étaient remplies du dur labeur de la survie. Ils coupaient du bois, ils chassaient du gibier, ils s'occupaient de leurs petits jardins, ils réparaient les murs, ils nettoyaient leurs mousquets, ils montaient la garde contre la menace toujours présente d'une attaque britannique. C'était une vie de routine, de discipline, de vigilance constante. Mais c'était aussi une vie de plaisir simple. La chaleur d'un feu par une nuit froide, le goût d'un repas chaud après une longue journée de travail, le son d'un violon jouant à un air familier. C'étaient les choses qui leur remontaient le moral, qui leur rappelaient les foyers et les familles qu'ils avaient laissés derrière eux, qui leur donnaient la force de continuer. Et puis il y avait Elias. Il n'était plus qu'un simple chef. Il était leur professeur. Il leur a appris à lire la terre, à pister les animaux, à trouver des plantes comestibles. Il leur a appris à construire, à réparer, à créer. Il leur a appris à être non seulement des soldats, mais des survivants. C'était un homme d'une sagesse tranquille, d'un respect profond et durable pour le monde naturel. Il voyait la forêt non pas comme un ennemi à conquérir, mais comme un partenaire avec qui travailler. Il voyait la terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une source de force, de résilience, de vie. Et les hommes ont appris de lui. Ils ont appris à voir le monde d'une nouvelle manière. Ils ont appris à apprécier la beauté et la puissance du monde naturel. Ils ont appris à être non seulement des soldats de la Révolution, mais des gardiens de la terre. Et c'est ainsi que lorsque les Britanniques sont venus, ils étaient prêts. Ils étaient prêts non seulement avec leurs mousquets et leurs canons, mais avec leur esprit et leur cœur. Ils étaient prêts à défendre non seulement un fort, mais un mode de vie. Un mode de vie basé sur les principes de liberté, d'autonomie, d'un respect profond et durable pour la terre. Et c'est pourquoi ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils se battaient pour quelque chose de plus qu'un simple lopin de terre. Ils se battaient pour une idée qui était aussi puissante, aussi résiliente et aussi durable que le toit de gazon à cette couche qui les avait protégés de la fureur.